à faire mes remerciements à l'ensemble de l'assistance. Permettez-moi quand même de parler de mon imam. Il est là assis. Vraiment, nous à Fenêtre Mermoz, on est bénis par le ciel. On a Rawan Baye qui est notre imam. C'est un plaisir. Donc je salue tout le monde. Monsieur le maire, je vous dois aussi deux types de remerciements. Je vais vous dire. Merci pour la lumière qui a jailli il y a quelques semaines. Et j'ai dit à mon personnel, toutes les lumières qu'on a des ménages. Voilà, on doit vous applaudir pour le dire. Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Parce que le work, permettez-moi de gloser un peu sur ça. D'habitude, je suis moins bavard. Mais, monsieur le maire, le work n'a pas beaucoup de moyens. On essaie tout simplement de faire pour vous. Fructifier le peu qu'on a. C'est notre sacerdoce. Même des cérémonies de ce genre-là, des fois on a de la peine, mais vous nous avez donné ces lumières-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de lampes qu'on va désormais éteindre. Et notre facture d'électricité va être substantiellement réduite. Donc merci beaucoup pour ça. Et je vous flatte aussi parce qu'il se pourrait que je vienne vous voir pour autre chose. Alors, parce qu'on est dans la ville de Dakar, et il y a un journaliste qui a écrit aujourd'hui que le WAC est le point de ralliement à Dakar de l'intelligentsia sénégalaise. Donc on joue un rôle pour la mairie. Voilà. Donc, voilà, sur ces entrefaites, et en saluant aussi mon ami Eliman Kane, il faut que je tout parce que je m'en aussi. Voilà, je voudrais vraiment passer la parole au professeur pour qu'il puisse organiser les débats et que le travail commence. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le ministre Khalifa Sall, maire de la ville de Dakar, Monsieur le ministre Abdoulaye Eliman Kane, Monsieur le secrétaire général du ministère des collectivités locales, Monsieur le directeur du WAF, Monsieur le directeur de l'Université des sciences africaines, Monsieur le professeur Omar Gueye, Monsieur le professeur Rawan Baye, Monsieur l'académicien Wagé, Mesdames, Messieurs, mes chers amis et collègues, je tiens particulièrement à remercier du fond du cœur tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir participer à cette manifestation dans un contexte marqué par les contraintes liées à la campagne électorale qui doit connaître son épilogue, comme vous le savez tous, demain. Je voudrais réserver une mention particulière aux deux ministres présents, le ministre Khalifa Sall et le représentant du ministre, M. El Hadji Oumar Youm. Monsieur le ministre Khalifa Sall, en votre qualité de maire de la ville de Dakar, vous avez soutenu moralement et financièrement la publication de cet ouvrage, qui aujourd'hui ne sera vendu qu'à 5 000 francs seulement, preuve assurément que vous avez pris en charge une bonne partie de son coût. Je tiens à vous en remercier du fond du cœur. Dès l'entame, vous avez compris que la classe politique sénégalaise et l'histoire municipale de notre pays ont besoin de l'outil pareil pour cheminer dans les compétitions démocratiques et pour identifier et départager tous ceux qui sont porteurs de leur projet pour leur commune, de leur terroir. C'est un écrivain romain du 1er siècle qui s'appelle Columelle, qui disait que pour agir efficacement, il faut d'abord savoir, il faut ensuite vouloir, il faut enfin pouvoir. La réflexion sur la fin doit donc toujours commander et précéder l'organisation des moyens. Dans la traduction des grands maires que furent Blaise Diagne, de son vrai nom, Galaye Mbaye Diagne, Galadou Diouf, Lamine Gueye, vous avez tenu à ce que la mairie de Dakar participe à tous les combats pour l'esprit, pour la réflexion, pour la culture et pour l'émancipation politique et sociale. L'histoire retiendra que vous avez participé à la publication de cet important ouvrage. Vous l'avez fait avec générosité et sans calcul, parce que vous êtes un patriote et un historien qui aime son pays et qui sait distinguer tout ce qui va dans le sens de l'intérêt général. Vous avez accepté en plus de préfacer l'ouvrage à travers un texte de haute facture intellectuelle. Monsieur le ministre El Hadji Oumar Youm, représenté par son secrétaire général, dès que vous avez été au courant de mon projet, vous l'avez soutenu avec une générosité, un altruisme, un patriotisme et un dévouement qui forcent l'aspiration. Monsieur le ministre conseiller, je vous présente tous mes respects.
À l'heure de l'acte 3 de la décentralisation qui se met en place, vous avez compris que les élus qui sortiront des élections du 29 juin auront besoin de connaître l'histoire des institutions municipales, leur origine, leur évolution, les acteurs qui l'ont écrite, les combats qui l'ont émaillé, les avancées institutionnelles, politiques, sociales, culturelles et économiques auxquelles elle a donné lieu. Vous avez en conséquence accepté de rédiger la postface de ce livre avec hauteur et élégance. Je vous remercie pour tout cela. Les remerciements vont enfin aux nouvelles éditions africaines, au WAC, au département d'histoire de la faculté des lettres, mais aussi et surtout à mon collègue, le professeur Oumar Gueye, qui a accepté avec générosité de présenter l'ouvrage qui nous réunit ici. Le professeur Oumar Gueye est un universitaire de haut lignage. Il compte parmi ceux qui portent le flambeau de la lumière et de l'espérance pour éclairer les voies de l'avenir. L'histoire des communes et leur rôle dans la conquête de la démocratie sénégalaise et dans l'émergence d'un leadership indigène retrace l'évolution des relations entre les Occidentaux et les Sénégalais de la façade atlantique du pays de 1444 à 1901. Le livre restitue les contacts avec les zones soumises à l'influence française, c'est-à-dire Gorée, Saint-Louis, Rufisque et Dakar, qui seront ensuite érigés en commune de plein exercice, contrairement à Caravane et à Sédhiou, par exemple. Dans ces contrées, le système colonial met en place des institutions qui, destinées originellement à offrir à leurs ressortissants des cadres d'expression de participation, vont être utilisés par ce qu'on appelle les indigènes, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas blancs et qui s'appelaient eux-mêmes les fils du pays, pour revendiquer des droits élargis, exercer des responsabilités sans cesse plus importantes et finalement évincer les blancs et les mulâtres de la plupart des fonctions électives. Il fallut pour cela engager un combat obstiné qui donne l'exacte mesure de l'intelligence des populations noires, de leur pugnacité, de leur courage, de leur persévérance et de leur prévoyance politique. Les 4 communes de plein exercice ont été des écoles de formation démocratique et d'épanouissement culturel, de conscientisation citoyenne, de formation politique, de progrès économique, social et de maturation militante. Ce fut dans les communes que prirent naissance des phénomènes tels que les clans politiques, les partis politiques, la corruption, le népotisme, la démagogie, l'esprit antigouvernemental et anticapitaliste, conséquence de l'éthique Kédo, Kouba Amidei, Kouba Amundei, le discours politique de combat, le recours à la société, à la solidarité extérieure, l'arme de la pétition, l'arme du boycott, le recours à la solidarité extérieure, l'arme de la démission, la pratique des délégations, l'apparition des défilés et des cortèges, la pratique de la coalition, l'esprit et les normes de l'opposition politique. C'était dans les communes de plein exercice également qu'avaient germé les communes mixtes, les communes indigènes, les cercles et les conseils consultatifs de cercles. Elles ont surtout permis aux Noirs de connaître leurs droits et leurs devoirs, de concevoir une solide tradition citoyenne fondée sur des élections, mais aussi de saisir les enjeux et les contradictions du système colonial, de les exploiter surtout pour améliorer leurs conditions dans le régime mis en place par les dominateurs. Elles seront des armes de lutte, des marchepieds et des ascenseurs sociaux pour prendre conscience de l'occupation étrangère et forger les armes qui permettront de mieux la combattre jusqu'à son éradication. Sous ce rapport, ce livre rend hommage au combat des familles aujourd'hui plus ou moins oubliées, qui ont nom Valentin, Ravan Boy, Bakar Vali, Birantou, Samba Aïe, Tesser, Crespin, Bokandé, Derneville, Carrère, Pedro Alassane, Diaber, Cotin, Abdoulaye Mar, Colin, Cross, Slade, Pied-Santin, Sarazin, Floissac, Boyer, Abdoulaye Sek, Biram Sadi, Masek Sek, Masson, Dessemé, Deves, Carpo, Biram Bay, Adigay, Hassan Benga, Ibrahim, Matar Diop, Amadou Niang, Bousso, Yamal Gueye, Lire et tout naturellement celle des 26 arabisants et 14 francisants, signataires de la pétition historique des 40 du 5 août 1901, remise au député de la Guyane nommé Boussouleur, de passage à Saint-Louis à cette date en mission parlementaire. Héros méconnu, il compte parmi les authentiques pionniers de notre démocratie pluraliste actuelle.
Cela dit, ne voulant pas abuser du temps de nos illustres hôtes, je souhaite, dès qu'ils auront pris la parole, que nous puissions les libérer, parce qu'ils ont beaucoup à faire aujourd'hui et demain, et continuer notre réunion pour répondre aux questions qui seront posées. Je vous remercie de votre aimable attention en signalant, avant de passer la parole à d'autres, que j'ai décidé d'attribuer les droits d'auteur de ce livre aux nouvelles éditions africaines qui l'ont publié pour les aider à surmonter la situation financière difficile dans laquelle ils se trouvent, à la direction du livre du ministère de la Culture et à la mairie de Dakar qui a participé au financement de sa publication. Je vous remercie. Je passe la parole immédiatement à M. le ministre Al-Fassal, maire de la commune de Dakar. Cette cérémonie, le bonheur et le plaisir d'être avec mon professeur de lycée et mon professeur de première année d'université. Donc je suis un homme comblé aujourd'hui et je voudrais les remercier pour ce qu'ils ont fait de moi. J'ose espérer que j'essaierai d'être, ou je serai à la hauteur de ce qu'ils m'ont donné. Monsieur le professeur, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la ville de Dakar s'est investie à vos côtés pour la rédaction et la publication de ce livre, de cet ouvrage. Ce fut un privilège, ce fut un énorme plaisir pour nous d'accompagner, de nous impliquer auprès d'un homme dont l'investissement au niveau de la dissémination de la connaissance n'est plus à démontrer. D'un homme qui est porteur de valeurs qui ont tendance à un peu disparaître dans ce pays, c'est-à-dire la disponibilité, la sollicitude, l'altruisme, le don de soi et la volonté de servir l'autre. Mais surtout quelqu'un qui s'est voulu, dans toute sa vie intellectuelle et politique, rester honnête, sincère. Il s'agit du professeur Iba Der Thiam. C'est pour les jeunes de notre génération une occasion pour lui rendre hommage. Le président Abdiouf disait à l'occasion des 90 ans du président Senghor qu'il ne faut plus attendre que nos grands hommes disparaissent pour leur rendre hommage. Et je crois que les autorités de ce pays gagneraient à organiser, à l'occasion d'une des célébrations qui se présenteraient à nous, un grand et vibrant hommage à la vie, à l'œuvre et à l'action du professeur Iba Der Thiam. Il le mérite. En tout cas, si l'État ne le faisait pas, si nous étions réélus, nous nous engageons à l'organiser, Inch'Allah. Parce que la nation a beaucoup à gagner, à célébrer Iba Der Thiam pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est, mais pour sa vie. Il a posé un exemple et un modèle à toutes ces générations comme la nôtre, mais à toutes celles qui sont à venir, puisque ce pays commence à manquer de référentiels et de valeurs. Et il nous faut ne pas perdre les trésors que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi, professeur Iba Der Thiam, nous vous sommes tous redevables de ce que vous avez fait pour nous et nous vous remercions pour ce que vous aurez à faire avec nous et pour nous, puisque nous souhaitons que vous restiez encore longtemps parmi nous et avec nous. Je voudrais dire à l'assistance qu'avec le professeur, la ville s'est engagée aussi dans une grande œuvre. Quand je parlais de son altruisme, il est en train, avec beaucoup de collègues, au niveau de Codestria, d'élaborer un ouvrage de référence que je ne dévoilerai pas, mais qui dans quelques années ou quelques semaines sera à la disposition des Sénégalais. Vous avez offert 100 millions de francs pour la réalisation de ce projet.
Nous sommes honorés, monsieur le professeur, à être à vos côtés, à vous accompagner, parce que vous êtes une valeur sûre de ce pays. Donc c'est pour dire, chers amis, que quand cet ouvrage a été écrit et que le professeur nous a fait le bonheur de nous associer à son édition, nous avons accepté automatiquement. Pourquoi? Il s'agit, comme il l'a rappelé tout à l'heure, d'un ouvrage qui porte sur l'histoire de la gouvernance locale, ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance locale. Et tous les chercheurs, tous les hommes de l'art, tous les économistes, tous ceux qui sont aujourd'hui dans la gouvernance, reconnaissent, admettent et préconisent que la gouvernance locale sera et déjà au cœur du développement durable. Pour véritablement construire nos nations, nous avons tous besoin d'être efficaces et efficients. Et l'efficacité et l'efficience, c'est à la base. Comment forger un nouvel esprit, une nouvelle conscience citoyenne qui fasse que le citoyen se dise ce qu'on doit faire, ce qui peut être fait, ce qui va être fait va l'être par moi, avec moi, pour moi. Et cette conscience à formater et à construire, c'est à travers des actes que nous posons aujourd'hui en nous adossant à ce qu'il nous rappelle et ce qu'il nous apprend. Que la gouvernance locale aujourd'hui, c'est le devenir de la gestion durable. Et de ce fait, vous n'êtes pas surpris qu'il y ait 2700 listes, même si beaucoup d'entre elles ne comprennent pas les enjeux. Ce qu'il faut en retenir, c'est cet engouement, cet engagement de citoyens qui ont décidé de s'engager dans la gestion de leur collectivité locale. Kergui, Kombi, Gox. C'est ça qui est essentiel et c'est par là que nous réussirons le développement ou nous le raterons. Et nous pensons qu'avec cet ouvrage, nous aurons des référents où nous adosser pour mieux nous mettre en perspective pour participer au développement de ce pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Celle-ci vous est pertinente. Référence. Qui est absent de Dakar et je regrette très sincèrement d'avoir pas pu participer à cette rencontre. Donc il m'a chargé de vous livrer son message. Donc les jeux, les mois lui sont attribués. Donc, monsieur le ministre, monsieur le directeur général de la nouvelle division africaine, son représentant, monsieur le directeur du centre de recherche ouest africain, éminent professeur, monsieur le maire, je vous ai au niveau des ministres, monsieur le ministre, professeur honorable député Ibader Thiam, distingués invités. Je me réjouis de l'honneur qui m'a été fait de présider cette importante cérémonie de lancement de l'ouvrage intitulé « Histoire des communes et le rôle dans la construction de la démocratie sénégalaise et dans l'émergence d'un leadership indigène, des premiers contacts au début du XXe siècle de l'éminent professeur Ibader Thiam ». Je suis donc doublement honoré pour avoir été d'abord choisi parmi les sommités intellectuels de ce pays pour écrire la postface de cet ouvrage. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saisir cette occasion pour transmettre au professeur Ibader Thiam, auteur de l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui, les remerciements et les félicitations du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, de Madame le Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement pour son engagement, son esprit d'ouverture, mais également son sens élevé de l'amour de la patrie. Mesdames et messieurs, s'il y a une œuvre dans laquelle doivent s'engager les élites africaines et sénégalaises particulièrement, c'est celle entreprise par le professeur Ibader Thiam qui vise la reconstruction de la véritable histoire du vécu des peuples africains dans tous ses aspects économiques, socioculturels et politiques. C'est à partir de cette histoire que nos peuples se reformatent pour affronter le présent et envisager l'avenir avec plus de responsabilité et de sérénité.
des penseurs bien connus de chez nous n'aiment-ils pas à dire un peuple sans histoire est un peuple sans âme. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce bel ouvrage du professeur Iba Der Thiam dont on fête aujourd'hui le lancement. Cette production de haute valeur intellectuelle confirme le rôle pionnier du Sénégal en matière de décentralisation et l'émergence d'un leadership indigène face à des communautés blanches qui mettaient l'accent sur des politiques assimilationnistes ayant conduit à la décentralisation en milieu urbain et les incohérences territoriales qui en sont issues. Les écarts socio-économiques actuels entre le milieu rural et urbain en sont une parfaite illustration. C'est pourquoi, comme vous le savez, sous le magistère de son Excellence le président Macky Sall, l'État s'est engagé dans une nouvelle réforme de sa politique de décentralisation, dénommée Acte III de la décentralisation. Cette réforme, pour rappel, vise à asseoir des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable à l'horizon 2022. Elle constitue ainsi une étape décisive dans le processus de construction de la démocratie sénégalaise et de correction des erreurs historiques. Il s'agit pour l'État, au-delà de la territorialisation des politiques publiques par l'approche territoriale du développement, de s'orienter vers la recherche d'une meilleure harmonisation de l'architecture institutionnelle des collectivités locales de base. C'est sous ce rapport qu'il faudrait placer la communalisation intégrale et l'érection du département en collectivité locale, qui sont des innovations majeures de cette réforme qui rendent la dichotomie entre le rural et l'urbain pour plus de démocratie, de bonne gouvernance et d'équité. Professeurs, honorables députés, nous sommes à 72 heures des premières élections locales au Sénégal qui consacrent l'entrée en vigueur de cette grande réforme. Vous conviendrez aisément avec moi que le moment ne pouvait être mieux choisi pour mettre à la disposition des Sénégalais, du monde intellectuel de façon générale et de la mémoire collective contemporaine, une telle œuvre qui retrace, comme vous le dites si justement, les batailles épiques menées par nos devanciers pour obtenir, au prix de sacrifices considérables, le droit de disposer de communes de plein exercice, de communes mixtes et indigènes dans un contexte colonial qui restait encore marqué par l'inégalité, l'injustice, le mépris culturel et la domination. Votre production, professeur, n'est pas votre première œuvre, mais restera assurément gravée dans la mémoire de tous ceux qui la liront. Tant ce livre est riche en enseignements, tant il constitue un condensé d'informations utiles et précieuses pour tous ceux qui voudront en connaître plus sur l'histoire des communes au Sénégal. Mesdames et messieurs, je le disais dans la postface de l'ouvrage, vous me permettrez de me répéter. Ce chef-d'œuvre est à positionner comme une réponse à un besoin doublement actuel, à notre État, dont le niveau de démocratie toujours en construction nous vaut déjà beaucoup de fierté. Il donne des arguments historiques pour conforter la pertinence de son option, certes prudente, mais irréversible, en faveur d'une restauration de l'équité territoriale et d'une responsabilisation accrue des collectivités locales de base dans la gestion des affaires locales. Enfin, cet ouvrage est sans doute un outil qui met la lumière sur les conditions d'émergence et de mise en place du leadership politique africain qui permettra à la jeune génération d'appréhender sa vraie place dans la construction d'un idéal de gouvernance publique au bénéfice exclusif des communautés. C'est sur cette note d'espoir que je termine mon propos et vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, monsieur le secrétaire général, monsieur le ministre, transmettez tous nos remerciements, tous nos amis, tous nos amis. Nous comprenons parfaitement la situation dans laquelle il s'est trouvé. Je m'a signalé la présence dans la salle de monsieur le colonel Mouradi, écrivain très célèbre. Il m'a demandé enfin de vous dire qu'il va au minimum acheter 200 exemplaires de ce livre. Je dirais d'ailleurs à raison de la subvention donnée par la mairie. C'est vous qui a un mois du livre et d'un livre écrit par le professeur Iba Der Thiam, avec qui je suis lié depuis 1959 jusqu'à nos jours et qui m'a associé régulièrement à l'élaboration de manuels scolaires depuis 1950 et des manuels qui sont édités par l'NRS.
le représentant du parti, mais comme monsieur le représentant, monsieur le ministre, monsieur le maire de Dakar, monsieur le professeur Ibader Thiam, mesdames, messieurs les professeurs, chers invités, nous voici de nouveau réunis, toujours par la grâce de Dieu, dans ce cadre de réflexion, d'échange que monsieur le professeur Sen, que nous remercions, au nom des NEAS, a mis gracieusement à notre disposition, procéder au lancement de l'ouvrage de M. Ibader Thiam, édité par notre société, un patrimoine culturel créé en 1972 par le président Léopold Sédar Senghor. Notre rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans un contexte particulier. Dans ce cadre de réflexion et d'échange que M. le professeur Sen, que nous remercions, a mis à notre disposition. Notre rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans un contexte particulier que nous retenons comme l'une des plus belles pages de l'histoire de notre maison au moment où je vais la quitter bientôt. Elle a été présidée par M. le ministre en charge des collectivités locales, à qui je transmettrai tout mon discours pour qu'il lise exactement ce que j'ai dit de lui. Parce que je l'ai suivi et j'ai dit que si le chef de l'État lui a confié un département dont la délicate mission est de conduire une innovation majeure, la nouvelle réforme territoriale qui s'inscrit dans une dynamique sociale, politique, économique, c'est parce qu'il a certainement décelé en lui toutes les compétences nécessaires à cet effet, mais surtout son esprit d'ouverture, de dialogue permanent avec toutes les collectivités locales avec lesquelles il est régulièrement en concertation. Car il s'agit, comme il l'a dit si bien dans son texte de postface, il s'agit d'une voie royale pour comprendre à suffisance les préoccupations majeures de la réforme en cours. Et M. le maire Khalifa Sall, qui a déjà reçu une lettre de notre part, une lettre de remerciement, je réitère ces remerciements pour ces deux actes majeurs. Le premier acte, c'est d'avoir financé cet important ouvrage pour qu'il soit disponible au niveau de toutes les populations. Mais c'est également aussi d'accompagner son geste par un appui financier au NEAS pour lui permettre de surmonter un peu ses difficultés. Et pour cela, je le remercie. Monsieur le professeur, chers frères et amis, par votre démarche, vous adhérez à la définition suivante que quelqu'un donnait de l'histoire quand on a posé la question. Qu'est-ce que l'histoire? Il a répondu, l'histoire est un livre, est un roman dont le peuple est l'auteur. Je dis que par votre démarche, monsieur le professeur, vous illustrez cette belle pensée. C'est pourquoi nous magnifions votre sens de partage du savoir-faire, la qualité de votre analyse quand nous avons lu ce livre. Vous êtes une référence pour les générations actuelles et futures. Votre œuvre devra, comme les autres titres, être accessible à tous et à toutes et avoir une place privilégiée dans toutes les bibliothèques scolaires, universitaires, communales. Nous avons espoir que ce vœu se réalisera conformément à la volonté du chef de l'État qui, au Conseil des ministres du 26 décembre 2013, avait mis, nous le répétons encore, un accent particulier sur les livres, l'édition, les bibliothèques, la restructuration et les nouvelles éditions africaines du Sénégal. Monsieur le professeur, je ne voudrais pas être long, mais nous ne pouvons pas achever notre discours sans vous exprimer une fois encore notre profonde reconnaissance pour avoir décidé de partager vos droits d'auteur entre les trois structures que vous avez citées tout à l'heure. Que Dieu vous garde et vous donne une santé de fer pour l'accomplissement de cette grande mission. Car il s'agit de réveiller les mémoires, de sortir les archives qui dorment dans les bureaux, dans les maisons, pour dire par nous-mêmes, pour nous-mêmes, qui nous sommes, ce que nous voulons devenir, sans nous enfermer
dans des frontières que nous n'avons pas tracées. Nous avons le ferme espoir que nos prières, auxquelles s'associe Iba, diminutif affectif d'Ibrahima, Ababakar et Omar, 3 noms célèbres seront exaucés. Merci de votre attention. Je vais maintenant passer la parole à monsieur le professeur Oumar Gueye, qui va présenter le travail. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie encore pour la grande affection que vous me portez depuis toujours et aujourd'hui encore. Vous connaissez tous ce que le Sénégal compte comme intellectuel, et particulièrement au niveau de l'université, et vous m'avez choisi pour présenter ce livre, donc ça montre tout le respect que vous me vouez et toute l'affection que vous me portez. Et c'est un véritable honneur pour moi de présenter cet ouvrage qui est particulièrement important, mais aussi en même temps un exercice agréable parce que c'est un niveau multidimensionnel où on peut avoir essentiellement tout ce dont on a besoin. Donc, pour le titre, quand on dit histoire des communes, moi je veux tout simplement ajouter que ce n'est pas seulement l'histoire des communes, donc on va y arriver tout à l'heure parce que dans ce livre, essentiellement, vous avez tout ce dont vous avez besoin sur l'histoire du Sénégal, l'histoire politique, et particulièrement sur l'histoire de la municipalité et des communes qui nous intéressent. Et je voudrais en parler dans le détail, donc par rapport à tous les aspects que présente ce livre, mais aussi faire quelques réflexions sur la vie des communes et aussi l'impact que cette vue des municipalités a sur l'histoire de façon générale du Sénégal. Et mes premiers mots sont pour vous parce que je vous ai toujours dit que je ne comprenais pas que la thèse que vous avez faite tombe quelque part sans que les Sénégalais en profitent. Et je vais raconter une anecdote, c'est au début de ma recherche en 90, j'ai rencontré un vieux, Souleymane Ndiaye, il s'appelle, aux archives. Et quand je lui disais que je travaille sur le syndicalisme, il me dit, mais oui, il y a un jeune qui a fait une très brillante thèse qui s'appelle Ibader. Et ensuite il a ajouté, je ne suis pas sûr qu'en dehors de ces membres du jury, il y a quelqu'un qui ait lu la thèse. Et je lui avais dit sans aucune prétention que oui, moi je fais partie de ceux qui ont lu la thèse. Et effectivement, je l'ai lu. Et c'est pourquoi je n'arrêtais jamais de vous demander donc, de faire cette lecture. Heureusement, donc, vous avez commencé à en distribuer certaines parties. L'autre côté aussi, c'est une reconnaissance que j'ai personnellement envers vous et aussi un témoignage sur tout ce qui a été dit sur votre générosité, votre altruisme, votre humanité et votre humilité. Et je dois peut-être parler de l'histoire générale de l'Afrique, du projet que vous avez initié et sur lequel nous travaillons. Et je suis après sûr que certains de mes collègues ne me demanderont pas que vous étiez seul capable d'écrire toute cette histoire. Mais avec votre générosité, vous avez bien voulu associer tout le monde et moi aussi, ma modeste personne, pour co-diriger un volume et je vous en remercie aussi. Et pour la présentation de ce aujourd'hui, donc, c'est pas trop un hasard, je ne sais pas si c'était simplement une coïncidence que si la présentation de ce livre coïncide au moment où on fait une campagne électorale pour les élections locales. Donc j'aurais bien aimé que ce soit une sorte de manuel pour tous ceux qui s'intéressent à la vie municipale et surtout pour tous ceux qui privent les suffrages des Sénégalais actuellement, au moins pour qu'ils sachent l'institution au nom de laquelle ils cherchent les suffrages des Sénégalais. Et c'est un livre qui non seulement parle des communes, mais de façon générale, nous avons l'histoire de la colonie du Sénégal dans toute sa première partie. Donc nous avons la mise en place de la colonie, donc depuis les premières présences depuis la découverte, je dois dire, 1444 avec Denis Diaz, donc on retrouve tout cela dans ce livre, jusqu'aux premières présences à Saint-Louis, le premier rôle que la ville de Saint-Louis a joué, et aussi le processus de créolisation et de façon générale aussi de la première participation des Africains à la vie politique. Ça veut dire donc que nous avons une histoire politique qui est particulièrement précoce, donc avec la participation des Sénégalais, des Africains de façon générale dans la vie politique. Et ce livre aussi, en dehors de tous ces aspects de la mise en place de la politique de présence jusqu'à la colonisation avec la gestion fédérale, mais aussi nous avons au niveau des populations le passage des différents statuts
donc depuis les habitants de Saint-Louis jusqu'aux citoyens donc, qui ont été dans ce pays. Et en même temps aussi, c'est peut-être un clin d'œil à l'histoire des institutions de notre collègue Salimou Mbaye et de la ville municipale aussi de Nikobenga. Mais en fait, nous retrouvons pratiquement dans ce livre tous ces aspects. Et de la même façon aussi, nous avons de façon détaillée dans le livre l'histoire de toutes les institutions qui ont existé dans ce pays jusqu'à la communalisation. Conseil colonial, conseil général, conseil privé, etc. etc. Et même l'histoire des communes, donc depuis les communes de plein exercice avec le rôle de Saint-Louis, le rôle de Gorée. Et Gorée qui avait des communes banlieues, qui avaient des banlieues comme Dakar et Rufisque. On verra plus tard comment Rufisque, la séparatiste, comme l'appelle Brière de Lille, qui va très tôt aussi s'émanciper de Gorée et de Dakar pour devenir commune de plein exercice. Donc nous avons toute cette histoire qui va être ici retracée dans ce livre, n'est-ce pas? Et aussi comment la colonie a été organisée de façon pratique au niveau politique, au niveau économique, donc avant la conquête, mais aussi après la conquête avec Fédéral, et aussi comment les premières colonies ont cherché dans un premier temps donc, à avoir donc, cette vie institutionnelle qui était organisée depuis le ministère de la colonie. Donc c'est pour dire l'ancienneté des liens entre la colonie du Sénégal et l'administration française de façon générale. Et de la même façon aussi, nous avons sur un plan beaucoup plus précis l'histoire des élections. Parce que ici, c'était aussi pas seulement une histoire des institutions, une histoire des hommes, une histoire du pays, mais aussi une histoire de la pratique politique dans ces élections et particulièrement toutes les étapes de la création des groupes, de la création des listes, de la publication des listes, donc des contentieux électoraux, etc. et de tous les problèmes, je vais y venir tout à l'heure, et particulièrement des violences électorales, donc les stratégies de corruption, tout a été retracé en détail dans ce livre, donc depuis les tout premiers moments de la présence coloniale dans ce pays. Et si on doit faire une comparaison, on verra par exemple que toutes ces pratiques qui sont décrites ici, on a l'impression qu'aujourd'hui, le Sénégal n'a pas beaucoup avancé par rapport à ça. C'est peut-être une stagnation et même un recul, parce qu'on n'a pas beaucoup ajouté par rapport à toutes ces pratiques qui se sont faites à partir d'un certain moment. Donc, nous avons pour l'évolution des communes, dans la vie des communes, d'abord une évolution du cadre législatif. Et dans le livre, il y a particulièrement deux textes qui sont fondateurs. C'est l'arrêté du 1er décembre, donc 1848. Avec cet arrêté, les maires étaient nommés à l'époque, donc et avaient servi quelque part d'homme à tout faire. C'était une fonction tout à fait ordinaire que le maire avait quelque part par rapport à l'autorité du gouverneur. Le principal principe par rapport à cet arrêté du 1er décembre 1848, c'est que le maire ne devait pas avoir une force telle qu'il devrait gêner l'autorité du gouverneur. Donc, parce que c'est le gouverneur qui restait en définitive le chef de l'exécutif. Mais ce décret, cet arrêté du 1er décembre va être corrigé avec le décret du 12 août 1872 qui, à partir de ce moment, la fonction ne sera plus nominative mais une fonction élective. Donc c'est l'introduction du suffrage universel à partir de 1872. Donc la fonction devient élective mais aussi gratuite. Et à côté de cette fonction du maire maintenant et avec le pouvoir du gouverneur, nous avons des responsabilités beaucoup plus accrues du maire. Mais la différence de statut, c'est que le maire est aujourd'hui devenu un officier d'état civil. Et l'espace communal aussi va être défini, donc de façon très précise donc, par rapport au domaine d'activité du maire. Donc nous avons ici le principe de l'introduction du suffrage universel dans la définition du statut du maire, mais aussi la définition de ses prérogatives et la définition de l'espace dans lequel son activité doit s'exercer, et aussi la définition des différents rapports que l'institution municipale doit avoir avec tous les autres cadres institutionnels existants donc, pendant cette époque. Et évidemment, c'est une nouvelle fonction qui va générer des appétits et on verra la compétition électorale qui va se développer avec les Africains qui commencent à avoir donc, une certaine habitude de la pratique politique, mais aussi une pratique de la rivalité au niveau des élections. Et ce qui fait que la vie communale va être marquée pendant tout ce temps par des violences dans les rivalités. Donc, et aussi, nous aurons
un ensemble de pratiques aujourd'hui existantes encore avec le conseil, avec le contentieux, souvent qui est vidé avec les recours au niveau du Conseil d'État. Ça veut dire donc c'est d'anciennes pratiques que le Sénégal a toujours gardées et on retrouve ici le début de l'apprentissage de la pratique politique et de façon plus spécifique de la pratique démocratique. Et encore, toutes les questions qui sont débattues l'ont été avant. Par exemple, le vote des militaires. Le vote des militaires a été très tôt institué dans ce pays, donc bien avant l'institution de tous ces principes aujourd'hui que nous connaissons. La question de l'éligibilité des candidats, et avec l'exemple de John Slade, par exemple, qui avait plutôt des affiliations anglaises. Donc, on a posé pour toutes ces questions, et même plus récemment encore, qui devait être élu et quel serait le statut. On verra plus tard que, par exemple, ce que vous appelez dans le livre, le peuple des 4 communes va être particulièrement important avec la différence de statut parmi les populations sénégalaises. Donc, un pays à 2 vitesses, avec ce qu'on appellera le premier collège, c'est-à-dire ceux qui étaient descendants des 4 communes, c'est-à-dire Gorée, Saint-Louis, Dakar, et on y reviendra plus tard, et tout le reste qui appartenait au pays de protectorat. Donc, la question de l'éligibilité commençait à se poser, donc, et à savoir qui doit voter, et aussi la question du poids électoral des candidats, avec les différentes alliances qui avaient commencé à l'époque et les premières coalitions entre les groupes qui, pour l'essentiel, vont donc confondre toutes les races et toutes les origines donc, au profit de la victoire de leur candidat. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, nous avons comme autre pratique qui est ici développée dans ce livre, la question des cartes électorales, par exemple. Donc, c'est souvent des pratiques qu'on retrouve. Hier soir seulement, j'ai suivi dans un journal où on parlait des cartes électorales, comment ça se faisait dans la distribution, qui devait voter, donc le choix donc, entre les candidats, la rétention, la façon dont on doit voter. Et hier encore, quelqu'un disait qu'on ne devait pas sortir de l'isoloir avec les cartes des candidats extra. Mais c'est un ensemble de pratiques qui déjà étaient là. La pratique de fraude, donc où les gens étaient particulièrement rodés donc, dans ces pratiques. Particulièrement rodés dans ces pratiques. Et aussi ce qui accompagne le débat électoral, ce qui accompagne donc, les compétitions électorales, c'est la violence politique. Et si on considère tout ce qui s'est passé au niveau des violences politiques, ceux qu'on considère comme violents aujourd'hui ne sont rien par rapport à ces gens. Ce sont des enfants de cœur, plus ou moins. Donc, parce qu'on a vu toute forme de violence, donc, et dans les formes les plus inimaginables, déjà avant que cela ne se passe ici. Donc, c'était monnaie courante. Ce sont des bagarres, ce sont des incidents, ce sont des violences verbales, ce sont des menaces, ce sont des provocations. Et même souvent, ces querelles aboutissaient, se terminaient au tribunal avec des condamnations de telle forme. Et on a vu de façon encore plus récente, pas dans la période qui concerne le livre ici, mais où on a vu ici à Dakar, donc il y a certains noms qui sont très connus, donc des gens qui ont été égorgés. Donc on a vu les gousses, les logos, tout ça. Donc ce sont des exemples qui encore sont ici très... On a les événements de Cagnogon en 1950, etc. Donc c'est un ensemble de pratiques qui appartenaient ici à la vie communale. Et pour nous, pour ceux comme moi qui sont nés à Rufisque, qui ont grandi, donc on a grandi dans cette atmosphère de violence politique, de violence verbale, donc tout un ensemble d'éléments qui en quelque sorte nous ont dégoûtés pour beaucoup de la politique, donc, et particulièrement, ce sont des pratiques, c'est comme s'il y avait une sorte d'héritage de cette pratique politique. Ça n'a pas beaucoup changé, n'est-ce pas? Et à côté, maintenant, nous avons la pratique de la corruption. La corruption qui a toujours été présente. Et au niveau de la pratique de la corruption, il y a la corruption à tout niveau, et particulièrement la corruption par l'argent. Et c'est ce que Villard disait dans le livre, vous le citez, on parle de l'histoire du Sénégal. Donc Villard disait, au Sénégal, l'argent a de tout temps été roi, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est, je dirais, peut-être même a été quelque part même une religion. Parce qu'au nom de l'argent, on a troqué toutes les valeurs, donc, et tous les liens qui pouvaient exister. Et à côté de cette pratique de corruption, nous avons d'autres pratiques comme le népotisme.
politique qui accompagne aussi toujours cette fonction de maire, parce que à partir du moment où dans la vie municipale, donc le maire avait certaines prérogatives, avait certains pouvoirs, avait un budget très conséquent. Donc ici, c'était très attrayant par rapport à sa famille, par rapport à son clan, par rapport à son groupe. Et ici, nous avons donc le clanisme qui se développe à côté du népotisme. Et ce qui, de plus en plus, motivait les gens, ce n'était plus l'intérêt de la collectivité au nom de laquelle, par exemple, on a cherché à se faire élire, mais c'était plutôt pour des intérêts personnels. Et au nom de ces intérêts personnels maintenant, on pouvait même aller jusqu'à donc convoquer l'ethnie, convoquer la religion, convoquer le groupe, donc au nom de ces élections, donc ce qui était des pratiques fractionnistes donc, au niveau politique. Et on sait ici comment les politiciens, à partir d'une certaine époque, donc, étaient avec une certaine force. Et on verra plus tard qu'à partir d'une certaine époque, la politique était devenue un métier. Et encore aujourd'hui, donc c'est beaucoup plus valable, donc c'est tout simplement un métier. Donc on est des professeurs, des politiciens, avocats, politiciens, médecins, politiciens, mais maintenant c'est politiciens beaucoup. Donc et on verra toutes ces pratiques qui vont se développer. Et de la même façon aussi, ce qui accompagne ce népotisme, ce qui accompagne ce clanisme, la corruption, mais il y a surtout, du moment où la politique est devenue un métier, il y a la démagogie. Donc c'est pourquoi, par exemple, on verra très tôt ici le politicien qui est assimilé au mensonge, la politique qui est assimilée au mensonge. La démagogie, c'est de promettre tout simplement pourvu qu'on soit élu. Donc, et on ne saura pas pratiquement ce qui va se passer. Donc, et on verra ici c'est un ensemble de pratiques qui vont fondamentalement se développer. Et en fin de compte, donc si on suit cette logique, déjà à partir des années de colonisation et même avant l'indépendance, la pratique communale, donc parce que c'est là où se passaient les compétitions électorales et ensuite il y avait les compétitions pour la députation. Une nouvelle race de politiciens était née, donc avec un terme aujourd'hui qu'on pourrait plutôt assimiler aux animaux, ce sont les transhumants. Donc et très tôt, c'est un groupe qui a commencé à se dessiner dès la fin des années 1950, donc jusqu'aux années 1960, et aujourd'hui cette pratique courante. Donc c'est fondamentalement contre toutes les valeurs de démocratie et même toutes les valeurs sociales au nom desquelles les populations avaient été élues. Et je vais terminer sur une dernière partie sur l'impact de la vie de la commune sur la vie politique nationale de façon générale. Pour dire que la pratique politique a été très précoce au niveau du Sénégal, mais c'est une pratique qui était surtout liée à une élite. Donc c'est une élite de ce que le professeur appelle dans son livre le peuple des 4 communes. Parce que ce sont les seuls qui avaient cette pratique politique, donc qui avaient cette pratique électorale. Et nous avons deux statuts dans ce pays. Donc c'était le statut du premier collège avec les natifs ou les originaires des 4 communes qui avaient tous les droits, qui avaient tous les privilèges, mais en face, nous avons ce qu'on appellera plus tard le second collège, c'est-à-dire ce qui est constitué des ressortissants du pays de protectorat, qui, pour l'essentiel, à côté des privilèges des ressortissants des communes, avaient plutôt des frustrations par rapport à tout ce qui se faisait au niveau de la vie politique, même au niveau de l'armée, où ils ne partageaient pas les mêmes groupes. Donc nous avons cet élitisme, mais à côté de cet élitisme, nous avons une disparité entre les groupes de population et aussi entre les régions. Parce qu'il ne s'agit même pas d'appartenir à une même famille, d'appartenir à un même père ou une même mère, etc. Mais c'est la naissance au niveau de l'espace communal qui était déterminante donc, pour la définition de ce statut de citoyen. Ce jusqu'en 1946. Parce qu'à partir de 1946, justement, nous avons la généralisation de la citoyenneté. C'est ce qu'on appellera plus tard la citoyenneté de 1946, en vertu de la loi de la République. Donc c'est une loi qui généralisait la citoyenneté, donc à tous les ressortissants des colonies. Et ce sera une révolution fondamentale. Pourquoi? Parce que très tôt, il y a certains politiciens, comme l'ancien président Senghor, qui était ressortissant des pays de protectorat, donc anciennement sujet français, qui avait compris tout l'intérêt que cette loi sur la citoyenneté pouvait avoir. En ce sens que c'était une règle arithmétique, donc c'était de nouveaux citoyens, c'est-à-dire de nouveaux potentiels votants, donc qui pouvaient être importants. Et à partir de ce moment,
Donc nous avons ce premier constat, mais l'autre constat c'est que le président Senghor était conscient d'appartenir à deux minorités. Donc une minorité ethnique, donc il était chrétien, la majorité est musulmane, et aussi une minorité religieuse plutôt, et ensuite une minorité ethnique, il était sérère, donc il faisait partie d'une minorité. Donc il avait compris très tôt tout l'intérêt que ce glissement vers la citoyenneté pouvait avoir pour lui. Et très tôt, donc pour aller vite, le BDS a été créé, et même dans l'acte de création du BDS, la lettre qu'il va écrire à Guy Mollet, il faudra voir, dans cette lettre, c'était en fait un procès contre le citoyen, c'était un dossier. Donc il faut revoir combien de fois il utilise le terme dakarois. Et à partir de ce moment, au nom de cette dichotomie entre les deux collèges, il a mobilisé. Et très tôt, il y a une première révolution, ce que j'appelle une première révolution, c'est les élections du 17 juin 1951, où le Baobab va être déraciné, c'était Lamine Gueye, parti par Senghor, donc réception du second collège. Et justement, parce qu'il a joué sur la loi de cette nouvelle citoyenneté, les données étaient très simples. En 1951, pendant les élections, Lamine Gueye a gagné dans ses communes, à l'exception de Rufisque. Parce qu'à Rufisque, il y avait Maurice Gueye, donc Maurice Gueye qui a rejoint le BDS au dernier moment. Et Senghor a gagné dans tout ce qu'on appelait le pays de protectorat, plus Rufisque. Et régulièrement, il a gagné toutes les élections jusqu'en 1980, année où il va quitter volontairement le pouvoir. Parce que justement, il a joué sur cette loi du nom, il a joué aussi sur la parenté ethnique, donc le Sérère qui avait capté le vote des Pulaars au nord, des Diola au sud, etc. Mais aussi qui avait surtout le soutien des marabouts. Donc des marabouts aussi, particulièrement Serigne Fallou, Serigne Babacar, Seydou Nourou, etc. Et très régulièrement, Senghor a gagné. Et aussi ses partisans gagnaient toutes les communes. Mais justement, le paradoxe, c'est que Lamine Gueye a quelque part lui-même scié la branche où il était assis, parce que c'est lui qui a octroyé la citoyenneté, et c'est au nom de cette règle donc qu'il va lui perdre le pouvoir, parce que Senghor va avoir... Et d'ailleurs, il va imposer Senghor à partir de 1945. Déjà dans les premières élections, comme le représentant du second collège, quand le second collège avait le droit d'avoir un élu. Et c'était au détriment de Ousmane Socé, et c'était aussi au détriment de Jim Momar Gueye, n'est-ce pas? Donc, Lamine a imposé son candidat, celui qui sera lui-même son principal challenger et aussi son principal vainqueur. Donc, c'est ce que j'appelle ici la première révolution. Et la deuxième révolution, elle est plus récente, c'était le 19 mars 2000, donc pendant les élections du second groupe. Donc, il y a le maire de Dakar Plateau avait dit à l'époque que si le candidat de l'opposition était venu devant à Dakar, c'est parce que pour l'essentiel, ceux qui avaient voté n'habitent pas à Dakar. Et que le deuxième tour correspondant à la fête de Tabaski, donc ils vont tous partir dans leur contrée et ils vont reprendre Dakar. Mais justement, la stratégie était diverse. Parce que, connaissant ici leur poids, pour la plupart, soit ils ne sont pas partis à la Tabaski, ou bien ils sont partis rapidement faire la Tabaski, revenir voter et repartir. Et même ceux qui sont partis ne sont pas repartis, ne sont pas revenus. Là où ils étaient, ils ont renversé le vote. Donc en faveur de l'opposition. À l'époque, j'étais à Saint-Louis. Donc on avait à Guetnda, au premier tour, c'était le candidat du Parti Socialiste, donc, qui était largement au-dessus. Mais quand les pêcheurs sont revenus, donc pendant la Tabaski, ils ont inversé le vote pendant le second groupe. Ça veut dire donc que toujours quelque part, nous avons ce qu'on appelle, ce que j'appelle dans un texte que je n'ai pas encore publié, la revanche du second collège. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu donc, cette citoyenneté de 46, donc ils ont pris le pouvoir. Et avec eux, celui qu'on appelait le roi de la brousse, c'est-à-dire le marabout, et très régulièrement, donc, ils ont gagné donc, ces élections, n'est-ce pas? Donc voilà quelque part, si on peut récapituler pour ce qu'on a de ce livre, donc c'est cette pratique communale que nous avons, cette pratique des institutions, cette pratique électorale, mais aussi, donc, comme il a dit, un leadership qui commence au niveau politique, donc la formation des élites politiques, qui s'accompagne surtout avec une prise de conscience de la réalité coloniale et de tous les combats qui ont accompagné donc, la naissance de la nouvelle nation. Mais si on doit faire le bilan par rapport à ce qui se passe ici, donc c'est le constat que j'ai fait tout à l'heure, j'ai
pour ce qui me concerne, l'impression qu'on n'a pas beaucoup évolué par rapport à la pratique politique, on n'a pas beaucoup évolué par rapport à la pratique électorale, et surtout, donc c'est par là où je voudrais terminer, on n'a pas évolué par rapport aux mœurs politiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Ouagé, pour cette analyse si approfondie, si riche. Je voudrais savoir maintenant s'il y a dans la salle des personnes qui souhaiteraient poser quelques questions. Oui, Bobo, professeur Bobo Diop. Bon, micro bang. Merci, professeur. Je voudrais d'abord vous saluer, vous féliciter. Donc, Oumar sait très bien les conditions dans lesquelles nous travaillons. Je voudrais aussi féliciter mon grand frère Seydou pour également la relance des nouvelles éditions, Ousmane, et vous encourager tous, parce que je n'ai pas besoin de revenir vraiment sur tout le mérite du professeur Ibader Thiam. On l'a dit, on l'a redit, et que ça sorte actuellement, c'est là où peut-être je vais insister, constitue une bonne aubaine. Et la question que je vais poser, pour aller directement au sujet, et comme vous l'avez dit, on est en période de campagne électorale, moi-même, en tant que société civile, on est impliqué, on se bat. Donc, dans mon quartier de Wakam, les gens m'attendent là, on veut aussi nous développer des forces politiques qui, depuis plusieurs années, n'arrivent pas à régler les problèmes. Dans toutes les communes, il y a un destin de toutes les communes du Sénégal, c'est sale, on n'arrive pas à régler le problème des ordures, et donc on peut faire le tour. Je crois que c'est la seule ville où j'ai vu des efforts remarquables à un moment, j'espère que ça va continuer d'ailleurs. Ousmane va être très content, c'est Joël Fadjouch. Où j'ai vu qu'il y a eu des efforts, je ne sais pas si ça a continué. Mais sinon, vraiment, s'il y a quelque chose qui est partagé par toutes les communes, il y a deux problèmes de fond, à mon avis, et je crois que les professeurs vont être d'accord. C'est d'abord le problème des biens de la commune, c'est extrêmement important. Et deuxièmement, la gestion. Le reste, je crois qu'on peut discuter. Alors, ces deux questions, c'est capital. Les biens de la commune, les biens de la ville de Dakar, les biens de la ville de Saint-Louis. Alors là, c'est le grand débat. Les problèmes du foncier, les problèmes... L'histoire de la commune est importante parce que elle nous met au cœur, effectivement, de l'appropriation des biens de la collectivité. Et très tôt, cette question s'est posée quand nous sommes passés de la formule. Dès que l'institution municipale est apparue, elle s'est manifestée au Sénégal en 1763 à Gorée et en 1764 à Saint-Louis. Mais ce maire d'Ancien Régime, qui existait avant la Révolution française de 1789, était un maire qui était un homme à tout faire. Et il n'avait pas de lustre. Il ne jouait aucun rôle important. Il n'empêche malgré tout que déjà à cette époque-là, la fonction était attractive. Elle intéressait les élites locales qui se disputaient son appropriation. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, d'ailleurs, incarné à l'époque par le gouverneur de l'économie, avait écouté franche pour choisir en toute indépendance la personne qui lui plaisait, se taillant ainsi une clientèle dans la classe politique pour la satisfaction de ses propres intérêts. Lorsque ensuite, avant 1848, le maire étant toujours nommé, les métis ont commencé à s'y intéresser. Certains parmi eux ont connu beaucoup de difficultés. Parce qu'en même temps, la concurrence était faite avec les représentants des maisons de Bordeaux et de Marseille. Ils considéraient que l'institution municipale était une structure extrêmement stratégique et que ceux qui en détenaient le monopole avaient la possibilité de s'appuyer sur cela, comme son service sur un ascenseur social, pour non seulement continuer dans la progression de leur carrière, mais en même temps
se créer une situation qui leur permettait de disposer au sein même de l'électorat d'une sorte de clientèle dont ils pouvaient se servir. Et ce n'est pas en fait du hasard si dans les années qui ont suivi, même quand après 1848 a été institué le suffrage universel, même si après les communes municipales se sont étendues, parce qu'à 1872 nous sommes passés à 1886 et 1887 au Dakar, un contexte nouveau est apparu. La course vers les responsabilités municipales en raison des avantages que cela conférait. Et puis il y a eu une accélération qui est intervenue en 1884 par la loi du 5 avril 1884, qui a créé un système municipal infiniment plus avancé, un moyen davantage responsabilisé, exerçant les fonctions d'officier de d'état civil, exerçant les fonctions de maire, gérant des biens, recrutant des personnels, ayant la possibilité de distribuer des marchés, pouvant assurer la promotion de ses amis, pouvant compromettre la carrière de ses adversaires. Et dès ce moment-là, la fonction municipale est devenue une fonction fondamentalement stratégique. Toutes les catégories sociales représentées au sein des communes de plein exercice ont cherché à l'accaparer. Et une fois qu'elle l'avait, il fallait tout faire pour qu'on ne la perde plus jamais. Mais le problème qui se posait, c'était que cette concurrence était tellement importante que la plupart des ressortissants des maisons de commerce bordelaises, qui étaient des Français de surveillance avec la peau blanche en l'occurrence, voulaient gérer les municipalités et les utiliser à leur profit. Déjà depuis 1848, le Sénégal a eu un député en la personne de Durand Barthélemy Valentin, et les métis aussi voulaient occuper cette responsabilité. Les tiraillements ont abouti à ce qu'en 1851-1852, la fonction parlementaire a été supprimée et la fonction de maire aussi a été supprimée. Et le Sénégal va connaître une période d'éclipse en 1850-1871, au cours de laquelle il n'a plus de conseil général, il n'a plus de maire, il n'a plus de conseil également général. La bataille va s'engager pour retrouver ces institutions. Ce sera Lafont de Fontgolfier, un officier de marine qui, élu en 1871, va se battre pour ramener la fonction municipale, pour créer la fonction municipale de l'exercice. Alors, lorsqu'il la crée, elle change la norme politique. Elle la change tellement que les maisons de commerce bordelaises font pour qu'ils ne soient pas réélus en 1876. Ils l'éliminent et suppriment la fonction de député pendant 3 ans, 1867 jusqu'à 1879. Mais ça leur permettait d'éliminer la fonction de Fontgolfier, qui avait été élu avec les Lapoteaux de Saint-Louis, qui représente une nouvelle catégorie sociale en état d'ascension et dont on disait qu'elle pourrait modifier fondamentalement le faciès politique de la sous-région. Dès cette époque-là, la fonction de maire posait le problème de la gestion des biens municipaux, et dès cette époque-là, des tripatouillages commençaient à apparaître. Toutes les familles métisses étaient mêlées à cette affaire. Ce n'est pas en fait du hasard si Gascony, après son élection en 1879, va demander une mission d'enquête venant du ministère des colonies en France, un audit soit fait sur la gestion municipale de la famille Délès. Elle va révéler des tripatouillages considérables. On avait nommé directeur des cocotiers municipaux, un personnage assez particulier, donc on se demandait, d'après le rapport d'inspection, à quoi il servait véritablement. Parce qu'en matière de cocotiers municipaux, il n'y en avait pas beaucoup. On se demandait comment cela pouvait justifier qu'un homme ait été nommé à cette fonction et puis savoir le salaire d'un bon étudiant. D'autres avaient profité de cela pour faire élire comme fonctionnaires dans l'administration des membres de leur famille, de leurs parents, de népotisme, etc., etc. Mais quand la loi du 5 avril 1884 va intervenir, elle sera encore plus forte parce qu'elle donne davantage de pouvoir aux maires. Et c'est en ce moment-là que les maires deviennent vraiment des personnalités extrêmement dotées
le pouvoir qui leur permettait en matière de gestion de faire ces budgets. Et il faut dire qu'ils en ont abusé à tous les niveaux. Il y a d'ailleurs que les maisons de commerce vont porter plainte contre ces différentes municipalités. Et l'une des raisons pour lesquelles l'amitié va acquérir une grande popularité, c'est parce qu'il va défendre ces différentes municipalités contre les maisons de commerce, mais ça c'est dans la période qui va aller dans les années 1920, n'est-ce pas, dans des procès qui sont devenus des procès extrêmement célèbres, pour essayer d'empêcher qu'on ne les condamne. Mais déjà, le maire était dans le fond. Donc ce qui s'est passé avec le cas d'Henri G, c'est-à-dire des gens qui ont donné leur bien à une mairie en les lui léguant, il y a eu des exemples qui ont eu lieu. Peut-être pas dans le domaine strictement temporel. Vous avez quelqu'un comme par exemple Ahmed Gora de Saint-Louis qui lui avait distrait une partie de son héritage, de son patrimoine, il avait soustrait de ses enfants pour confier cela à la communauté, pas à la mairie en tant que telle, mais à la communauté musulmane de Saint-Louis pour qu'elle gère le minbar de Saint-Louis. Il avait construit avec ses propres fonds, il avait fait une salle de conférence, une mosquée, une bibliothèque, des chambres de passage pour des personnes qui arrivant en Saint-Louis n'avaient pas de pied à terre, et il avait distrait également de son patrimoine une maison spéciale qu'il avait demandé de pouvoir éventuellement louer pour que le produit de cette location serve à l'entretien du minbar de Saint-Louis. Le minbar de Saint-Louis existe toujours, mais fonctionne sur la base de ce registre. C'était donc un bien qu'il avait mis au service de la collectivité. Il ne l'avait pas confié à la mairie, mais il l'avait confié à la collectivité musulmane de Saint-Louis. Nous avons eu à peu près une démarche du même genre qui a été tentée un peu par Dili Mbaye. Toutes les infrastructures qu'il a construites au niveau de Louga, il les a placées sous la responsabilité du pouvoir, à la fois de l'administration, mais aussi de la commune, sous la allégeance à la fois du gouverneur de région, mais également de la commune. Et aujourd'hui, ces biens sont en train de fonctionner de façon relativement satisfaisante. Je ne sais pas dans le détail pour savoir s'il y a des problèmes, mais je n'ai pas entendu en tout cas le différend qui est éclaté entre la mairie et la gouvernance locale, le gouverneur au niveau de Louga, dans la gestion de ces biens que Dili Mbaye a laissés. Mais il ne fait pas de doute que la gestion de ces biens a posé un certain nombre de problèmes dans d'autres circonstances. Vous avez évoqué le cas des bourses que Dakar gère. Ça a été l'une des contributions les plus importantes de la mairie de Dakar. Quand la mairie s'est rendu compte que le système colonial donnait des bourses à ceux qui faisaient le droit, ou à ceux qui faisaient la médecine, ou à ceux qui faisaient des études vétérinaires, ils ont décidé eux-mêmes d'attribuer des bourses aux jeunes Sénégalais méritants. Les chefs Antonio, le Moustapha Ouad, les Abdoulaye Ouad, ont tous obtenu de comme ça des bourses municipales qui leur ont permis d'aller en France. Et c'est grâce à ces bourses que ces grands intellectuels sont devenus ceux qu'ils sont et ont permis de briser l'obstacle que le système colonial avait voulu mettre sur le chemin de l'attribution des bourses à des gens qui avaient des compétences scientifiques et qui pourraient, en sortant, en revenant, amener peut-être dans le combat contre le système colonial des éléments nouveaux qui jusqu'à présent n'avaient pas encore été avancés. Sous ce rapport, la mairie de Dakar a joué un rôle fondamental. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai été nommé ministre de l'Enseignement supérieur et ministre de l'Éducation nationale, la lettre que j'ai trouvée sur mon bureau, c'est une lettre du ministre Ibrahima Fall, qui avait décidé de supprimer le service des bourses de Dakar, au nom d'une logique qui était tout à fait pertinente d'ailleurs. Il disait qu'il n'est pas normal que dans un pays, on ait deux endroits où l'on donne des bourses de façon différenciée. Il y a les bourses de l'État et il peut pas y avoir des bourses municipales. Mais il ne connaissait peut-être pas dans le détail le rôle que la municipalité de Dakar avait joué dans la promotion des élites africaines. Alors c'est la raison pour laquelle ces lettres, je l'ai rangée, je ne l'ai pas envoyée, n'est-ce pas? Et j'ai continué de laisser la même Dakar attribuer des bourses. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vu que les municipalités sénégalaises sont en train de donner des bourses à des étudiants, de louer des immeubles pour y loger des étudiants, d'aider les étudiants nécessiteux et de faire en sorte que l'action que l'État ne peut pas assumer, les municipalités les assument. Je
pense que si dans l'acte 3 de la décentralisation, cette dimension était introduite, qui permettrait aux municipalités de pouvoir donner des bourses à des fils du terroir, de pouvoir aider des communautés qui en avaient besoin, nous aurions eu des pouvoirs accrus qui auraient permis à ces municipalités de jouer un rôle de plus en plus important. Alors la question du foncier est une question extrêmement importante. La question des baux municipaux, la question des marchés sont autant de questions qui font que les mairies attirent beaucoup d'attention, sans compter évidemment le recrutement des gens et le népotisme que cela se crée. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de mairies ont été à la base de nombreux scandales qui existent dans l'histoire du Sénégal de façon plurielle et qui ont entaché le prestige de nombreuses personnes qui se sont discréditées dans la gestion municipale. S'agissant du professeur Eliman Kane, je voudrais le remercier pour ce qu'il a dit. Avons-nous avancé, oui ou non? Je vous dis très franchement que quand je vois le comportement politique des gens de cette époque, leur discours, leurs analyses, leur intelligence politique, parce que beaucoup de Sénégalais, même parmi les historiens, n'ont pas compris le comportement de ces gens. Ils pensent que ce sont de vulgaires collaborateurs. Alors qu'en réalité, les Saint-Louisiens, les Lébous, les Rufisquois et les Goréens ont été d'authentiques patriotes qui se sont battus dans les institutions du système colonial pour essayer d'y occuper des positions éminentes et qui se sont battus avec des arguments d'une hauteur et d'une élévation qui forcent l'admiration. Je vous assure que quand vous lisez leurs programmes électoraux, vous les comparez aux programmes électoraux de nos candidats actuels, vous avez le sentiment que le Sénégal recule, qu'il n'avance pas. Quand vous lisez leurs interventions au Conseil général, l'intervention de Georges Crespin au Conseil général, quand vous la lisez, l'argumentaire qu'il développe, les textes sur lesquels il s'appuie, les cas pour convaincre l'opinion qu'ils évoquaient, pour l'intervention de Ngalandou Diouf, vous avez là le président spécial de Ngalandou Diouf à la personne du professeur Mamadou Diallo, qui a fait un mémoire consacré en 1972 à cette élite sénégalaise. Mais les discours que ces gens tenaient n'ont rien de comparable, mais alors rien du tout, au discours qu'on entend dans notre assemblée nationale, ça n'a pas la même facture. Pas du tout. On a vraiment l'impression que Digante Yalla a réalisé. Ils parlaient mieux le français, ils le maîtrisaient mieux, et ils avaient un raisonnement d'une vigueur et d'une logique extraordinaire. Tant et si bien qu'ils ébranlaient l'Assemblée nationale française. Quand en pleine guerre, en 1916, ils posent le problème, ou en 1915 d'abord, le 19 octobre 1915, ils posent le problème de la participation des Sénégalais à l'armée, mais dans le cadre du régime des originaires, pas des tirailleurs, mais des originaires, pour qu'ils aient les mêmes droits que les jeunes Français nés à Paris, à Lyon ou à Lille. Mais les arguments qu'ils évoquent étaient tellement forts que l'Assemblée nationale, comme un seul homme, s'est levé pour applaudir et pour dire les balles allemandes ne font pas de différence entre les noirs et les blancs. Nous sommes prêts à voter ce texte et ils l'ont voté à l'unanimité. Quand le texte est allé au Sénat, le Sénat l'a voté à l'unanimité parce que les arguments développés par ces gens étaient des arguments, ce n'étaient pas des arguments de basse cuisine comme on en voit aujourd'hui dans les débats auxquels nous assistons dans nos assemblées nationales, etc. Sous ce rapport-là, nous sommes incontestablement en retard. Ils avaient aussi une certaine éthique. On verra quelqu'un qui en 1940 élu avec une seule voix de majorité, entendre dire dans la ville que son élection est illégale parce qu'il n'a pas fait le serment que l'on fait avant de voter. Il réfléchit, il se rend compte qu'il n'a pas fait le serment, il disait « Je fais serment au roi et à la Constitution de respecter le droit, etc. etc. » Il s'est rendu compte qu'il ne l'avait pas fait, il n'avait gagné qu'avec une seule voix. Mais il prend sa plume écrite pour dire qu'il renonce à son élection, parce que son élection est irrégulière, et il demande qu'on la reprenne. Je ne vois pas beaucoup de Sénégalais qui auraient fait cela. Hein?
il y a aussi les démissions qui étaient régulières. Il arrivait que des conseils municipaux en totalité démissionnent pour faire pression sur le gouverneur, sur les autorités parisiennes, sur le ministère de l'économie, sur le ministère de la justice. Vous voyez? Que les chambres de commerce démissionnent en bloc. Aujourd'hui, on ne voit plus tellement cela. Bon. Sans compter maintenant le boycott. Évidemment, toutes les manifestations, quand on voit maintenant à la télévision, toutes les marches que l'on voit, évidemment, après avoir été pour beaucoup pour ça, il y a des choses telles qu'elles sont, mais ils croient, hélas, que beaucoup d'entre eux croient que c'est venu avec. Non, c'était fait avant. Mais les hommes politiques ne le savent même pas. Et beaucoup d'entre eux croient que ce sont eux qui ont amené l'opposition, etc. Alors que l'opposition existait au Sénégal depuis les années 1840. Vous aviez des partis qui étaient opposés et qui se battaient avec des arguments. Le combat qui a opposé Bertin du Château, gouverneur du Sénégal, et Bertin Barthélémy Valentin, aux élections du 30 octobre 1848, vous ne pouvez pas savoir si vous voyez les deux programmes électoraux des deux candidats et les arguments qu'ils ont échangés, ça n'a rien de comparable avec ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui. Donc, il y a des fois où on a le sentiment qu'on n'avance pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on avance. Que notre démocratie va encore davantage avancer. Parce que vous allez voir que tous ces mots-là que j'ai listés tout à l'heure, népotisme, achat des consciences, etc., qui sont réels à cette époque, dès que nous allons entrer dans le début du XXe siècle, vous allez voir que les Sénégalais vont se battre pour qu'on essaie d'éliminer tout cela. La loi du 23 juillet 1913 va introduire le système du vote secret, n'est-ce pas? L'utilisation de moyens de pression en recourant à l'intimidation, à l'achat des consciences va être interdit. Une nouvelle réglementation va venir. Et c'est parce que nous avons avancé sur le plan de la démocratie que Blaise Diagne va obtenir son élection en 1914 en ne remportant la victoire qu'avec quelques 275 voix. Et le gouverneur du Sénégal, qui aurait pu modifier des résultats, ne les a pas modifiés, estimant que le suffrage universel s'étant exprimé, il fallait qu'on laisse le suffrage exprimé dire véritablement qui il avait choisi. Et vous allez voir que dans les années qui vont suivre, les élections vont davantage s'améliorer et la démocratie au Sénégal va se perfectionner. Le premier texte que nous avons eu sur la décentralisation au Sénégal, il date de 1926. C'est la raison pour laquelle ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation n'est pas l'acte 3 en fait. Il y a un premier acte 1 qui date de 1926, un second acte qui date de 1948, quand on a créé une commission chargée d'évaluer les expériences qui ont été tentées depuis 1926, puis il y a eu la décentralisation qui a été tentée en 1972 et celle de 1996. Plus maintenant celle qu'on est en train d'initier. Mais comme l'histoire du Sénégal n'est pas connue, on ne va pas demander au ministre évidemment de savoir ce qui s'est passé avant 1960. Et c'est la raison pour laquelle quand j'ai entendu parler de l'acte 3, j'ai laissé faire en ne disant rien du tout. Mais nous ne sommes plus dans l'acte 3, nous sommes dans l'acte 5 en vérité de la décentralisation. Mais ça, on ne peut pas demander à un ministre qui n'est pas historien de le savoir. C'est des chercheurs historiens qui sont capables de pouvoir le mais là déjà, ça montre, parce que la décentralisation de 1972 a été encore plus en avant que celle de 1958 et de 1948. 1958 et 1926. Celle de 1996 a encore été davantage. Rien que dans la loi de 1996, moi tout seul, j'avais proposé 356 amendements. À moi tout seul. Qui tous ont été étudiés. Et à moi tout seul, j'avais bloqué ce texte qui ne pouvait pas passer à l'unanimité. On a été obligé d'aller voir le président Abdou Diouf, qui nantit de mes différentes propositions, n'est-ce pas, a essayé d'arbitrer, et finalement a arbitré avec beaucoup d'équilibre, pour que moi je puisse en définitive accepter que nous puissions donner un vote à l'unanimité, qui nous a permis effectivement de l'obtenir.
et qui sont des avancées démocratiques extrêmement importantes. Comme je pense que l'acte 3 de la décentralisation aussi marquera une époque. Parce que le jour que les municipalités, que les collectivités locales deviendront effectivement des communes de plein exercice, elles vont avoir une personnalité juridique. Elles vont avoir des moyens en termes de budget, en termes de rentrée fiscale, en termes de recrutement de personnel, en termes d'intervention vers différentes catégories sociales, qui leur permettront de jouer un rôle extrêmement important, sans compter que la dichotomie qu'il y a entre les campagnes et les villes va se trouver progressivement comblée, le déséquilibre va s'atténuer et nous allons davantage avoir une responsabilisation des acteurs municipaux dans un cadre beaucoup plus avancé que dans les cadres qui avaient existé jusqu'à présent. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle je pense que ce livre, j'ai voulu le sortir pour qu'il puisse expliquer aux Sénégalais ce qu'était une commune. Qu'ils sachent d'où sont venues les communes, comment nos ancêtres se sont battus pour arriver à cela. Vous voyez? Qu'ils sachent ce que ça a demandé comme sacrifice. Et qui montrent, dès le début, on a des communes dans lesquelles les Noirs sont éliminés. Et à la fin, vous avez une situation dans laquelle les Noirs ont occupé la majorité dans pratiquement la plupart des communes. Et dans les années qui vont suivre, leur position va se renforcer. Et c'est comme ça que progressivement, ils vont arriver à avoir de grands maires. Et également, c'est dans les communes que l'alternance va intervenir. Quand Blaise Diagne prendra le pouvoir en 1914, il va régner en maître absolu. La première alternance intervient en 1925, lorsqu'après avoir signé le pacte de Bordeaux, revenu au Sénégal, les gens le rejettent. Et en 1925, il est battu à Rufisque par Galadou Diouf, n'est-ce pas? Je me suis Maurice, n'est-ce pas? Et partout ailleurs, les gens commencent à le compter, l'amitié se porte au candidat contre lui, etc. Alors, voilà par conséquent ce que je voudrais dire. Est-ce que la démocratie gagne? Oui, vous avez raison de dire que la démocratie, elle est gagnée. Sommes-nous là dans un processus qui se traduirait par l'émergence d'une conscience citoyenne? Je dis oui. Oui. Maintenant, vous avez raison de dire qu'il y a les logiques du monde rural qui ne sont pas les mêmes que les logiques du monde urbain. Mais je pense que quand nous aurons nivelé le statut au niveau à la fois des villes et au niveau des communes, je pense qu'il n'y aura plus, disons que le déséquilibre progressivement sera surmonté et nous pourrons arriver à un Sénégal beaucoup plus équilibré dans lequel les populations rurales ne seront plus abandonnées et laissées à elles-mêmes. Bien, il reste encore, s'il y a encore une question. La dernière question, oui, mon cher Raphaël. Ce n'est qu'un serreur. Je n'envisageais pas de prendre du tout. Je vais en profiter pour féliciter le professeur Ibader Thiam, qui est un éminent historien. Ça, je pense que vous avez tous constaté que le professeur est un historien éminent et aussi qu'il est un historien prolixe. Mais je pense qu'il est prolixe pour le bonheur des Sénégalais. La prochaine fois, je vais veiller à ce qu'il n'y ait pas de convocation aussi rapide à un autre gala d'idées. Mais je pense que, comme je disais hier avec Abou, ce n'est pas simplement à partir de ma posture, mais je pense que beaucoup de personnes comme moi entendraient le professeur Ibader Thiam pendant longtemps parce qu'il dit des choses intéressantes et importantes. J'en profite aussi pour féliciter le professeur Gueye, Boumba Diop et les autres professeurs du département d'histoire et ceux qui sont ici, le colonel des fréquentations habituelles et qui n'ont pas pris la parole. Parce que je pense que ce que vous faites à chaque fois que vous êtes ici ou ailleurs sur les scènes que je partage avec vous, c'est qu'à travers ce que vous dites de ce qu'écrit le professeur Ibader Thiam, vous montrez votre propre envergure. Je l'ai dit à Ibader et aux gens de sa génération, je pense à le professeur Mbaye, que c'est leur serpent est descendu, parce que je pense qu'à chaque fois qu'on entend parler quelqu'un d'entre vous qui se disent les produits du comptoir
pas les produits du comptoir seulement de Ibader, mais les produits du comptoir du département d'histoire, on se rend compte que là-bas, au moins au département d'histoire, le relais a été brillamment pris. Mais si Raphaël, mon camarade, m'a donné l'occasion de prendre la parole, c'était pour renforcer ce qu'il a dit. C'est vrai que dans l'histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours que vous envisagez de prendre, d'écrire, vous avez tenu compte de cette dimension, de l'histoire qui est en dehors des facultés, de l'histoire qui est en dehors des intelligentsias orophones. Mais je pense que Raphaël vient de rajouter une dimension extrêmement importante dans la façon de dire les choses. Vous pouvez me raconter tout à l'heure quelque chose que je n'ose pas reprendre, et je lui laisserai le soin si vous voulez le partager. Mais en tout cas, moi, la Diourbelloise, je me souviens très bien qu'à Diourbel, on avait une spécialité d'avoir des personnes, des maires qui n'étaient pas originaires de Diourbel. Et je me souviens bien dans ce même registre que Senghor, le Garani Bilmour, Taïga et Kétu. Et je me souviens aussi d'autres choses. Et je pense que là, effectivement, ce que le poème nous dit sur le peuple qui le compose est extraordinairement riche. Et je voulais simplement vous encourager, professeur Bougodio, à prendre en compte de façon plus centrale cette dimension dans l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Pour dire à Raphaël Ndiaye que vous pouvez beaucoup nous apporter dans la question que vous avez évoquée, parce que vous en êtes un spécialiste. Et vous avez recueilli beaucoup de choses dans la tradition orale qui nous seront d'une grande utilité dans l'élaboration de l'histoire générale du Sénégal. Parce que ces questions que vous évoquez sont des questions qui sont extrêmement importantes parce qu'elles meublent notre univers culturel et se sont manifestées dans la vie politique moderne telle que le monde occidental nous l'a enseigné. Il n'était même pas concevable que les gens puissent participer à des manifestations sans qu'on ne voit la culture se manifester. Parce que depuis les années 1870 et quelques, quand on a autorisé l'organisation des manifestations au Sénégal, notamment la possibilité de faire des réunions publiques, notamment la possibilité de faire des face-à-face, parce qu'à cette époque, il y avait des face-à-face. Le candidat venait avec son camp, ensuite, il y avait une table comme ça, les uns étaient là, les autres étaient là, et le président de séance était là. Et les gens se posaient des questions et répondaient et s'invectivaient. Évidemment, les griots en profitaient pour chanter les louanges de leur mentor et on exaltait les gens en mettant en exergue toutes les qualités qu'ils avaient. Toutes les qualités qu'ils avaient. Senghor avait lui-même joué sur ça au départ, quand l'école de venir et qu'il le présentait comme l'Africain le plus cultivé, capable, si on déchirait tous les ouvrages, de les réécrire. Et c'est comme ça qu'il l'a injecté dans la mentalité du peuple sénégalais qu'il a de suite adopté. Et comme Senghor aussi avait une éducation qui lui permettait d'être un homme très simple, très doux, très engageant, très respectueux des autres, c'était là des marques distinctives de ce qu'on pouvait considérer comme étant l'archétype du Sénégalais parfait, n'est-ce pas? Il a de suite séduit les gens, sans compter évidemment ces belles phrases, ces belles envolées qui faisaient que, déjà à l'Assemblée, il se distinguait par son plus haut. Quand je prenais la parole devant vous, je m'attendais à des injures. Et l'Assemblée dit, oh, enfin, quand même, c'est mort. Qui t'a injurié ici? Il dit, ah oui, du latin injuria, qui signifie contradiction. Et la salle se met à applaudir, n'est-ce pas? Lamine Gueye m'accuse de me comporter en népotisme, mais si les baobabs du Sénégal l'entendaient, il serait pris d'un rire inextinguible. Et la salle encore là, évidemment, applaudissait à n'en plus finir, parce que c'est mort tenu sous le charme de son éloquence et de sa culture, n'est-ce pas, tout le Parlement français. Alors, et à cette époque-là, il y avait des griots attitrés pour tous les groupements qui se constituaient, tous les clans qui se constituaient. On ne concevait pas d'ailleurs que quelqu'un n'ait pas des gens qui pouvaient non seulement chanter leurs louanges, mais qui pouvaient élaborer des libelles
destructeurs, des missiles qui étaient destinés aux adversaires et qui faisaient un effet tout à fait exceptionnel. Il y avait, le rôle des femmes était essentiel. Les fanals même étaient l'occasion, n'est-ce pas, de tensions entre les gens. Et Senghor et Lamine Gueye étaient un couple tout à fait remarquable, n'est-ce pas, qui était vraiment l'image de l'expression de la réalité sénégalaise de l'époque, en ressortissant des communes, en ressortissant du milieu rural, encore que Senghor déjà, par son titre d'agrégé, avait la possibilité, en tant que diplômé, de bénéficier de la citoyenneté à cette époque-là. Bon. Alors maintenant, ce qui s'est passé pour Georges Weah a été malheureusement un événement très triste, parce qu'après qu'ils se soient séparés, quand Senghor a quitté la SFIO, ils se sont retrouvés dans des camps totalement différents, et ça a été extrêmement négatif pour eux. Alors peut-être que vous pourriez nous rapporter beaucoup sur ces champs que vous connaissez mieux que moi, sur lesquels vous pouvez apporter beaucoup. Ce que je sais, c'est qu'en 1890, lorsque les élections de Saint-Louis ont été reprises, quand l'un des camps a remporté la victoire, il s'est mis à organiser des manifestations à Saint-Louis en chantant les louanges de son leader et en battant le tam-tam. C'était la première fois que ça se passait à Saint-Louis. Alors, qu'est-ce qu'il chantait? Je n'ai pas les textes qu'il prononçait à cette époque-là. Mais cela a eu. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a eu ensuite une dégénérescence de ces manifestations. Parce que vous savez que dans les années 50, moi j'étais encore jeune, mais les affrontements entre le BDS et la SFIO étaient terribles. C'était terrible. Les gens prenaient des camions remplis de pierres, et ils allaient lapider les maisons des adversaires. Ils les brûlaient. Et les réduisaient en cendres. J'ai été témoin de violences qui ont dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Et c'était aussi bien le fait du BDS que le fait de la SFIO. Rappelez-vous la façon dont on a tué Elbo ici à Dakar, n'est-ce pas? Rappelez-vous l'attentat dont Lamine Gueye a été l'objet au niveau du département de Bignona, à Kanyabo, etc., etc. Mais Dieu merci, ils ont pu juguler cela et traverser ces épreuves difficiles pour ensuite se reconstruire plus tard quand ils ont créé le RS, etc. Par conséquent, nous sommes capables du meilleur comme du pire. Comme du pire. Et c'est là ce qui fait la force du Sénégal. Ce qui a réuni Lamine et Senghor au départ, tu l'as rappelé, c'était son témoin au moment de son mariage avec Ginette. Parce que, comme Ginette était originaire de la Guadeloupe, de la Guyane, Lamine Gueye aussi avait épousé une femme qui était originaire des Antilles. Quelque temps après, ils se séparent. Mais cette séparation n'a jamais été totalement définitive. Et ils se retrouvent. Et ils cheminent ensemble. Et ils subissent des épreuves ensemble. Lamine Gueye est mort au milieu des épreuves de 1958. N'est-ce pas? De 68, pardon. Quand il y a eu le problème du gouvernement de 1962, c'est la position de Lamine Gueye qui a permis à Senghor de remporter la victoire sur Mamadou Dia, etc. Si bien qu'ils avaient la capacité, même s'ils étaient en difficulté, de se retrouver ensuite, de se dépasser. Et ça, c'est extrêmement important, et ça, c'est typiquement sénégalais. Et nous devons, à mon avis, recueillir ces valeurs, ne pas perdre.